Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. À peine 2 ans de gouvernance, du nouveau départ, le pouvoir talent essu, contestation tous azimuts à divers niveaux. Moult secteurs d'activité peinent depuis quelque temps à tourner à plein régime, tant les mécontentements s'enchaînent, les frustrations aussi. En face, pas de répondant conséquent, du moins de l'avis de grand nombre de travailleurs. A singulièrement fait parler de lui dans ce registre le collectif des syndicats de la santé. Bientôt 1 an, 1 mois et demi qu'il donne de la voix, presque sans succès. De 48 heures de mouvement de débrayage, la grève ces jours-ci est passée à 72 heures. Le dossier toujours fumant, un autre front malheureusement, s'ouvre, et cette fois-ci au niveau de la maison de justice. Pour des revendications corporatistes non satisfaites, 6 syndicats du secteur observent 48 heures de grève renouvelable. Dans la foulée, 7 centrales et confédérations syndicales annoncent à leur tour des actions conjointes, en commençant par une marche de protestation le 20 octobre. Pour, disent-elles, amener le gouvernement à entendre raison. Mesdames, Messieurs, en somme, le gouvernement et les travailleurs, le torchon brûle entre les deux. Mais à juste titre, s'interrogent certaines indiscrétions. Jusqu'où peut aller ce qui s'apparente désormais à un bras de fer dans un langage dessous? 100% Bénin, le numéro du jour, vous propose des analyses de 2 hommes de médias responsables au niveau de 2 des organes les plus crédibles au Bénin. Thème à débattre avec eux, front social en gestation sous le nouveau départ. Patrice Talon, le mal compris. 2 invités donc pour nous accompagner, disais-je. À ma gauche, Jacques Bocor, journaliste. Il est le rédacteur en chef du quotidien béninois d'information Matin Libre. Jacques Bocor, bonjour. Bonjour Joël, c'est un plaisir d'être avec vous. Sachez-le, le plaisir est toujours partagé. En face de vous, oui, là non, Marcel Zoumeno, journaliste. Il est le rédacteur en chef du quotidien béninois d'information La Nouvelle Tribune. Marcel Zoumeno, bonjour. Bonjour Joël et bonjour aux téléspectateurs de Sika TV. Et vous répondre à leur façon. Nous allons entrer dans le vif du sujet, mais avant, un petit tour à la régie. Ensuite, on se retrouve. Aux nombreuses revendications des travailleurs, un silence de cimetière inquiétant se désole des responsables. Membres des centrales et confédérations syndicales livrés pratiquement à eux-mêmes les travailleurs. Ils projettent ces responsables pour le 20 octobre une marche pacifique de protestation. Parallèlement, certaines structures majeures de l'administration béninoise tournent au ralenti. Entre autres, le secteur de la santé et le secteur judiciaire. Jacques Bocor, le rapport gouvernement-travailleur, aujourd'hui, à quoi ressemble-t-il? Non, le rapport, il faut le dire, il est plus ou moins tumultueux quand on voit ce qui se passe dans l'opinion, les revendications, les récriminations faites ou les plateformes revendicatives. On sent que ça ne va pas. Maintenant, est-ce qu'on peut dire désormais que c'est fini, l'état de grâce? Je suis en train de l'observer, d'observer que oui, apparemment, l'état de grâce accordé à ce gouvernement est en train d'être épongé. Sinon, normalement, quand un gouvernement s'installe, c'est vrai, nulle part il n'est écrit qu'il faut lui accorder un état de grâce. Mais il se fait qu'il y a eu une période d'accalmie où on a voulu voir faire. On est même allé jusqu'à accorder sa confiance en signant la charte pour le dialogue social. Il y a des syndicats, sinon la majorité l'a signé, à part une confédération, la CSTB, qui n'a pas donné sa caution. Et qu'il vous souvienne que les autres ont fini par donner raison à cette confédération. Donc, c'est pour vous dire que quand on a fait tout ça et qu'aujourd'hui, on en arrive à agiter un peu l'atmosphère, il semble que quelque part, une partie n'a pas respecté les accords signés, une partie n'a pas voulu, disons, prêter flanc à ce qu'on lui a accordé comme état de grâce. Donc, sans doute, il y a tout ça qui joue. Jusqu'où iront les 2 parties dans ce bras de fer que nous observons. Donc, nous allons en parler dans la suite de l'émission, certainement. Oui, nous allons en parler dans la suite de l'émission. Mais en attendant, oui, le regard de Marcel Zoumeno sur ce rapport, à quoi ressemble-t-il aujourd'hui, si vous devez en peindre le tableau?
Non, je vois un gouvernement qui a fermé ses oreilles et donc qui n'écoute personne, qui donne l'impression d'écouter. Et quand j'ai lu toutes les motions aujourd'hui, il y a un mot qui revient souvent, le dialogue n'est pas sincère, insincérité du dialogue. Et donc, les gens font semblant de faire du dialogue, mais en réalité, il n'y a aucun dialogue. C'est-à-dire que le gouvernement a une logique, moi j'ai des choses à faire, je le ferai contre vos intérêts. Et c'est ce qui explique le fait qu'on a presque toutes les centrales du pays qui sont aujourd'hui ensemble pour arrêter cela. Et de l'autre côté, il y a des syndicats dans les domaines sensibles comme la justice, la santé, les eaux et forêts, et bientôt d'autres qui vont entrer dedans. Et tout ça montre qu'il y a un problème là qu'on n'arrive pas à régler. Il y a un malaise et le gouvernement donne l'impression de ne pas s'en préoccuper. Il y a un malaise, mais jusqu'où pourra aller cette situation? Certainement pas à la pourriture, en tout cas on ne le souhaite pas. Il faut noter que du tout temps, s'il y en a qui se sont montrés hier comme très perméables aux observations, aux négociations, aujourd'hui, ils se sont tous lassés de cette attente qui devient plus que lancinante. En tout cas, on remis trop tôt en cause le rapport gouvernement-travailleur, les responsables syndicaux du secteur de la santé. Pas une seule semaine sans qu'ils ne montent au créneau. La substance, mesdames, messieurs, de leur récente déclaration, c'est à l'issue d'une assemblée générale faisant le point des revendications et des négociations avec le gouvernement. Avec la complicité de la régie, nous allons pouvoir suivre quelques-uns d'entre eux et on revient ensuite sur le plateau. Le document fétiche qui faisait objet de nos luttes depuis plus de 6 mois, c'est-à-dire le document sur la réforme au niveau du secteur de la santé, les responsables syndicaux ont finalement le document. Mais les secrétaires, nous avons compris pourquoi le document était caché et on ne voulait pas remettre ça aux partenaires sociaux que nous sommes. À la page 191 et 192 de ce document, c'est écrit que tous les hôpitaux de zone seront en affermage et les centres universitaires et le CNHU, qui est le Centre national de référence, sera en concession gérance. Ce CNHU sera en concession gérance avec les autres CHU du Bénin. Et ce qui est grave qu'on a découvert dans le document, et ça, je suis sûr que le chef de l'État n'a pas lu ce passage, et que c'est un piège que les cadres de la commission ont tendu au chef de l'État, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, l'État doit des milliards au CNHU, des milliards. Maintenant, dans les mesures à prendre très rapidement, dès que le CNHU sera en concession, les papiers sont en train d'être signés, on a dit qu'il faut que l'État rembourse les dettes du CNHU dans un bref délai, dès que le CNHU sera en concession gérance. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire aujourd'hui que les milliards de 2013, 2014, 2015 jusqu'en 2017 que l'État doit au CNHU, la dette là sera payée aux concessionnaires. Ça voudrait dire qu'on veut acheter le CNHU avec l'argent du CNHU. C'est ça qui nous révolte, c'est ça qui fait que les agents de santé sont en ébullition sur toute l'étendue du territoire national. Parce que le CNHU reste un centre de formation pratique. C'est là où nous formons les sages-femmes, les infirmiers, les aides-soignantes, les médecins, les agrégés. Donc, un hôpital de formation publique des étudiants d'une université publique ne peut pas être privatisé. Nous disons non. Nous sommes allés en grève malgré nous. Mais à la date d'aujourd'hui, les gens pensent que c'est nous qui sommes suicidaires. Nous sommes des assassins. C'est faux. C'est le gouvernement qui n'a pas voulu répondre. Depuis longtemps, les négociations n'ont pas évolué. Nous disons au gouvernement, nous les attendons. Nous attendons leur décision. Tant qu'ils ne vont pas décider, nous allons continuer le mouvement. Et nous dirons, mais nous sommes en train de dire aujourd'hui à tous les militants d'être mobilisés, de ne pas écouter tout ce que les gens disent. Nous continuons notre mouvement et tant que nous n'aurons pas satisfaction, nous continuons et la grève continue toute la semaine, 112 heures, par tacite de recondition. Et s'ils ne réagissent pas, dans quelques semaines, nous passerons à la grève sans service minimum. Mais pour le moment, c'est la grève avec service minimum. La grève se poursuit et c'est une grève avec service minimum.
Entre-temps, il y a eu d'évolution dans le dossier. Le très réclamé document a finalement été remis aux responsables des centrales et confédérations syndicales. Le contenu a choqué plus d'un. Vous les avez suivis, chers invités. Qu'avez-vous envie de dire, Jacques Boko, après avoir suivi cet extrait? Non, j'ai suivi le président du collectif des praticiens hospitaliers. C'est lui qui a parlé en premier. J'ai eu la chance de le suivre dimanche dernier sur un plateau de télévision. Il était même allé dans les détails. Là, il n'était pas dans les détails. Comment les gens ont pu avoir le document? Dans un premier temps, le ministre ou le ministère s'est opposé. Le ministère n'était pas ouvert à leur demande. Et par la suite, c'était en pleine cérémonie des couleurs. On leur présente un document, un résumé sur 7 pages. Et on leur dit, bon, voilà le document que vous réclamez. Pour un rapport de près de 260 pages, on fait un résumé de 7 pages qu'on leur envoie. Et ils se sont opposés. Et après, bon, lorsque la grève devenait trop, on leur a envoyé le document. Les gens ont dit, nous voulons l'avoir par exploit d'huissier, pour qu'après, vous ne dites pas que... Voilà. Donc, c'est pour vous dire que je rejoins mon confrère Marcel qui a dit, c'est tout porte à croire qu'on a en face un gouvernement qui fait un dialogue de sourds. On n'est pas ouvert au dialogue, mais on fait quoi à l'opinion qu'on fait du dialogue? Sinon, comment faire le bonheur de quelqu'un sans lui? Vous voulez faire le bonheur, vous voulez m'acheter une paire de chaussures et vous allez au marché sans connaître ma pointure, vous m'envoyez une chaussure, ça peut ne pas me suffire. Où est-ce qu'on met la gestion participative? J'ai l'impression qu'on remonte aux années des colons, du colonisateur, où on fait des conceptions de projets depuis l'Occident qu'on vient nous plaquer. Pendant longtemps, on a expérimenté cette voie et on a dit que ça ne marche pas. Il faut l'implication des acteurs, ceux à qui on apporte le développement. Ils ont leur mot à dire. C'est ce qu'on appelle développement. Pour aller au développement, ce sont les chemins, ça c'est connu de tous. Donc on n'a pas besoin de faire la Sorbonne ou la Harvard avant de le connaître. Non, il faut la gestion participative. Mais les acteurs réclament quelque chose. Vous voulez faire des réformes dans notre secteur. Et dans le secteur, il n'y a pas que des abrutis. Il y a des professeurs agrégés, des bac plus 18, des bac plus 20, qui ont quand même une vue du secteur. Mais vous les écartez, vous allez remettre directement le rapport au chef de l'État, sans que ces acteurs n'en connaissent le contenu. Et dans le contenu maintenant, dans le contenu, on s'aperçoit que il y a des choses que si on se taisait, si on en arrivait à mettre en pratique, là, ce serait dangereux. C'est-à-dire la privatisation déguisée, c'est-à-dire la mise en affermage de tous les hôpitaux, c'est-à-dire les CHU, les hôpitaux universitaires, les hôpitaux de zone. Il a dit, on va mettre en affermage. Alors que, en Conseil des ministres, il y a pratiquement quelques mois, on nous disait que ce sont les hôpitaux du Zou et d'une partie de Djougou qui seront en enfermage. Mais il se fait que dans les réformes à venir, ce sont tous les hôpitaux qui sont concernés. L'autre chose, on veut installer une autorité de régulation du secteur. Les acteurs ont dit, ne sommes pas contre l'installation d'une autorité de régulation, parce que tel que le secteur de la santé se trouve aujourd'hui, il va falloir qu'il y ait une régulation. Mais la façon d'installer cette autorité, nous ne sommes pas d'accord. C'est-à-dire, on dit que le président sera nommé par le chef de l'État et cette autorité sera sous la présidence, sous la tutelle du chef de l'État. Sur ce point, nous ne sommes pas d'accord. Donc, ça fait partie des propositions que nous allons faire pour que le rapport soit amendé. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de déjà dangereux là pour lequel il faut fermer la porte? Non. Moi, je pense que en toute chose, il faut discuter. Écouter l'autre partie pour ne serait-ce que trouver le juste milieu.
Si on quitte ce secteur, on va ailleurs, vous allez constater que c'est le même mode de fonctionnement. On va évoluer d'abord avec ce secteur. Vous les avez suivis. Qu'est-ce que cela vous inspire, cette prise de position et cette lecture qu'ils font de l'évolution de leur dossier? Non, je crois que moi, je suis déçu, personnellement, très déçu par ce que je viens d'entendre. Et lorsque le rapport de la commission Tchoubli était prête, on a ouï dire qu'il y a eu des séances de vulgarisation à Paris. Moi, j'ai été surpris. Au moment où la séance de vulgarisation se passait, les travailleurs du secteur de la santé avaient déjà fait plusieurs semaines de grève et demandaient uniquement, nous voulons avoir le rapport, et on leur cache le rapport. On va vulgariser le rapport à Paris. Ils ont, comme on vient de l'entendre et comme mon confrère Jacques vient de le dire, ils sont passés par des méthodes pour avoir le rapport. Et ils découvrent qu'en réalité, si le gouvernement refusait de leur donner le rapport, c'est que c'était à bon droit. Ça dit qu'on veut privatiser tous les hôpitaux. Moi, il dit tous les hôpitaux parce que quand on fait le point, on a dit le CNHU, les CHU, je crois qu'il y en a 2 ou 3, et celui de Porte-Novo, de Parakou et le CNHU, les hôpitaux de zone. Quand on enlève ces 3 dedans, ce qui reste, c'est les centres de santé communaux et d'arrondissement. Quand vous allez dans ces centres, il n'y a rien. Je donne l'exemple de celui qui a dans ma commune à Porte-Novo, il n'y a rien. Il y a un major qui vient 2 fois par semaine, il n'y a rien. Donc, ça veut dire quoi? On veut privatiser la santé. Ça, c'est un secteur très sensible. Et moi, je crois que le minimum de réaction que les agents de la santé pouvaient avoir, c'est ce qu'on observe là. Parce que non seulement la grève qu'ils sont en train de faire là, c'est d'abord pour leurs propres intérêts, mais c'est pour l'intérêt de tout le monde. Parce que si on privatise la santé, le pauvre monsieur qui a des problèmes, il a un problème de 1000 francs, il peut mourir banalement. Absolument. Parce qu'il faut forcément aller dans les hôpitaux, il faut payer avant qu'on ne te fasse des soins, il n'y a plus de rigueur, les soins vont coûter plus cher. Et donc, moi j'ai comme l'impression que pour conclure et pour tirer mon analyse, que le gouvernement actuel n'est pas soucieux de l'humain, mais du capital. C'est-à-dire le gouvernement qui est là n'a qu'un seul souci, c'est de gagner de l'argent. Il se préoccupe très peu du bien-être de la population. Et c'est ce qui explique ces dites réformes. Moi, je vais même dire pseudo-réformes parce qu'il n'y a pas de réforme qu'on puisse faire qui n'intègre pas les points de vue des acteurs eux-mêmes et les points de vue des populations. Je ne suis pas sûr qu'on trouverait ici au Bénin 2 ou 3, deux Béninois sur 3 qui vont accepter que le secteur de la santé soit privatisé. Déjà, ce n'est pas privatisé et nous avons ce que nous avons là. Absolument. Si c'est privatisé, c'est un drame. Les gens vont mourir en cascade. Et donc, moi, je souscris pleinement à cette grève et j'invite les travailleurs à ne jamais lâcher. Il n'y a pas à mettre la pression sur les syndicalistes pour dire non, c'est méchant ce que vous faites. Je crois que c'est le gouvernement qui est méchant, très méchant. Oui, Jacques. Je rebondis sur sa chute. C'est pour cela que, avant de venir opiner sur des plateaux de télévision, moi j'ai entendu des députés, ceux-là qui légifèrent, dire qu'on va arracher le droit de grève à ces travailleurs sans connaître le vrai problème du secteur. Vous voyez le tableau que nous venons de peindre. Normalement, qui en est le fautif? Je suis d'accord que la grève sans service minimum, c'est suicidaire. Aujourd'hui, c'est avec service minimum. Mais aujourd'hui, il y a quand même un minimum de service qui est assuré. Et ils disent être prêts à tout laisser tomber si on essaie de les écouter. Absolument. Donc, ça veut dire que si on était ouvert au dialogue, on n'en arriverait pas à une grève de 72 heures dans le secteur. Le gouvernement les aurait écoutés au début, qu'on ne serait pas à un mouvement de grève aujourd'hui. Mais pourquoi ne pas prendre le taureau par les cornes au début et dire aujourd'hui qu'on va leur arracher le droit de grève? Moi, je dis qu'on n'évolue pas parce que sous le régime défunt, les gens avaient agité ça avec les magistrats dans ce pays. Mais on s'était levé comme un seul homme, on a dit jamais niet. Mais pourquoi aujourd'hui, on veut déplacer le débat d'un secteur à un autre? On dit, au-delà de la justice, maintenant, il faut aller arracher le droit de grève au secteur de la santé. Alors que ce sont ces acteurs-là, hier, qui protestaient contre
ce que l'ancien régime voulait mettre en place, qui sont aujourd'hui au devant de la scène et qui approuvent, qui appuient cette initiative. Moi, je dis, comme Marcel, je suis contre. Il faut laisser les travailleurs s'exprimer, mais anticiper sur les crises. Anticiper, c'est déjà être ouvert, perméable à ce que l'autre, votre parti, votre vis-à-vis dit. Ce qu'on ne constate pas chez ce gouvernement. Qu'est-ce que le praticien a dit? Il dit que depuis 2 ans, ce gouvernement n'a jamais payé les frais de césarienne qui s'élèvent à plus de 10 milliards. L'État doit plus de 10 milliards au CNHU qui est là. Mais l'État ne paye pas. Comment vous voulez que les hôpitaux tournent? Les gens iront toujours au CNHU dire que les médecins ne viennent pas. Mais s'il n'y a pas l'équipement nécessaire pour travailler, si le scanner tombe en panne et que le gouvernement ne répare pas, mais le médecin a beau se déplacer pour venir au service, que rien ne marchera. Donc, moi, je pense qu'il y a de véritables problèmes sur lesquels nous devons nous pencher, que de dire, ouais, nous allons arracher le droit de grève aux agents sans connaître les vrais problèmes. Mécontentement au niveau du secteur de la santé, mécontentement également au niveau de la maison justice. Un chapelet de grief contre l'autorité. Faute d'une oreille attentive, ils observent les travailleurs à ce niveau, excepté les magistrats, une grève d'avertissement de 48 heures. Marcel Zoumenou. Bon, d'abord, je voudrais dire que quand avoir le nombre de syndicats du secteur de la justice qui est en grève aujourd'hui, c'est tacitement l'UNAMAB aussi en grève. Parce que quand tous ces syndicats sont en grève, les magistrats vous diront nous ne pouvons pas travailler parce que c'est eux qui sont le personnel d'appui. Sans eux, nous ne pouvons pas faire nos audiences, les greffes ne peuvent pas fonctionner. Et donc, c'est une manière de dire que le secteur de la justice est en grève. Le secteur de la justice est paralysé. Paralysé. Oui, on peut le dire. Donc, bon, et c'est toujours les mêmes choses que nous venons de voir dans le secteur de la santé. Le premier point, on a dit il n'y a pas de dialogue sincère. Nous disons des choses, mais les gens donnent l'impression d'écouter. Ils quittent la table de négociation, ils vont faire exactement ce qu'on leur a interdit sur la table de négociation. Donc, moi, je dis, mais finalement, ce gouvernement, ils ont une logique. C'est ce qu'ils pensent, ils veulent faire. Contre tout ce que vous voulez, vous pouvez crier, nous allons faire. Et on a pu en comprendre ça à travers les discours de certains députés proches du pouvoir. Vous pouvez crier, vous pouvez tout dire. Nous, là, c'est ce que nous voulons faire. Là où nous voulons aller, là, nous irons. Et donc, c'est au travail de prendre les responsabilités. Je crois qu'ils les prennent déjà assez bien. Et nous serons là pour faire le constat. Oui, avant cette grève de 48 heures, les syndicalistes ont rencontré l'autorité du tutelle pour un modus vivendi. La rencontre aurait accouché d'une souris. Un échec de plus, un échec quand même préjudiciable, non? Il s'agit d'un secteur éminemment stratégique. Absolument, puisque au niveau de la justice, ce sont les prisonniers qui sont lésés. Et nous-mêmes, qui ne sommes pas prisonniers, nous avons besoin de certains documents sensibles, peut-être pour des concours ou bien pour remplir telle ou telle mission. Il y a des opérateurs économiques également qui en ont besoin pour telle ou telle activité. Donc, vous voyez, c'est tout le monde qui est concerné quand un secteur comme la justice ou un secteur comme la santé est paralysé, vous voyez. Donc, c'est vous dire que, oui, on donne l'impression qu'on veut dialoguer, qu'on veut discuter, mais au fond, on n'est pas accessible, on n'est pas perméable à ce que l'autre partie apporte comme peut-être contradiction. Sinon, c'est l'une des rares fois que les syndicats au niveau de la justice, à l'unanimité, vont en grève. Je me rappelle, il y a quelques mois, au niveau des greffiers, il y en a qui étaient en grève, mais il y avait 2 qui avaient boycotté la grève. Donc, ce qui fait que quand vous allez au niveau du tribunal, vous voyez les activités se dérouler. Mais ici, ils sont près de 5 ou 6 à déposer des armes. Et comme l'a dit Marcel, si on ne le dit pas, ce sont les magistrats, et c'est implicitement les magistrats aussi qui sont en grève. Donc, ça veut dire que tout le secteur est paralysé. Vous allez là-bas aujourd'hui, ça veut dire que vous ne pouvez avoir
accès à rien, ceux qui normalement étaient programmés pour des audiences, ceux qui devaient connaître peut-être d'une liberté, s'ils étaient en temps gardés à vue, ne pourront pas, on sera obligé de proroger leur garde à vue et parce que la justice ne fonctionne pas. Et si la justice ne fonctionne pas, le pays, normalement, prend un coup sur le plan économique et sur beaucoup de plans d'ailleurs. Donc, moi j'estime que ce n'est pas pour l'engagement qu'on a pris au départ, ça. Le chef de l'État, dans son discours à l'investiture, a dit beaucoup de choses. Si on se réfère à ce discours, je crois que c'est un discours qui avait suscité l'espoir. En témoigne l'applaudissement, le tonnerre d'applaudissements qu'il y avait au stade Charles de Gaulle ce 6 avril 2016. Et si aujourd'hui ces acteurs en arrivent à remuer tous les secteurs, c'est la preuve qu'ils ne sont pas pour autant satisfaits et qui a mal donné quelque part. Il faudrait que, comme l'a dit le président du collectif, peut-être que à son niveau, il n'est pas informé. On peut peut-être lui prêter cette bonne foi, mais quand les éléments passent à la télévision, quand les journaux en parlent, quand les radios en parlent, quand les réseaux sociaux en parlent, normalement, il doit quand même prendre du recul. Et c'est ce que nous ne constatons pas. Et quand on ne constate pas cela, on a envie de dire que lui-même, il est complice à un niveau donné. Voilà. Face à ces situations, c'est des agissements timides au départ de récrimination, mais cette fois-ci, à l'unanimité, les sept centrales et confédérations syndicales ont crié à haut sur le baudet. Ils appellent les travailleurs à une gigantesque marche de protestation, mais pacifique. Avant de revenir sur le contenu de cette marche et ce que ça pourrait être dans le contexte actuel, tenu ou non de cette marche, et la suite, avant d'apprécier, nous allons apprécier plutôt les mobiles profonds qui poussent à cette sortie. La régie, avec votre permission. Nous avons un système éducatif qui prône des programmes, mais dont la configuration des salles de classe et le ratio enseignant et apprenant n'est conforme à aucune norme pour l'apprentissage. Donc les problèmes sont connus. Mais qu'est-ce que le gouvernement fait? Il introduit la dictée et après il invente l'anglais comme un élément pour accompagner. Et c'est ça qu'on appelle réforme. Nous sommes dans quel pays? Il faut que ça s'arrête. Si nous acceptons ça, c'est que nous sommes d'accord pour dire que tout l'ensemble du système éducatif est animé par des incompétents. Et ça, nous, on n'acceptera pas qu'on dise que nos militants sont incompétents. Parce qu'on les a associés à rien. Deuxième chose, la réforme de ce gouvernement se limite à passer tout le patrimoine ainsi que les secteurs stratégiques de l'État au privé. C'est ce qu'ils appellent réforme, ça. Et il n'est pas possible, dans un pays qui devait être un chantier permanent à cause des défis à relever, dans un pays où les besoins sont là et des hommes sont riches d'expérience et de compétences, il n'est pas possible qu'on trouve que la seule et unique voie, c'est de passer dans le privé. Alors que le même gouvernement a rompu des contrats avec le privé par rapport à l'échec de la gestion. L'exemple de l'hôtel est là. Quand ils ont retiré l'hôtel à l'opérateur qui est déçu, ils ont dit quoi? Qu'il fait mal. Ou bien les seuls opérateurs qui savent bien faire sont ceux qui font partie de la famille du chef de l'État. Parce que ça aussi, c'est possible. Mais les conditions de transparence qui doivent entourer la démarche ne sont pas réunies. Au ministère de l'Agriculture, on a suspendu tous ceux qui ont contribué à la campagne cotonnière dont ils se vantent. Parce que la campagne cotonnière qui a donné 450 000 tonnes là, ce n'est pas la campagne du gouvernement de la rupture. C'est une campagne qui a été préparée par les 1045 agents qui ont été mis à la porte. Et aujourd'hui, on veut faire quoi? Nous disons, le problème du Bénin n'est pas dans les incantations que ce gouvernement porte. Nous devons nous asseoir et examiner notre situation pour dire que
on ne peut pas, parce que l'exemple que ce gouvernement cite le plus souvent, c'est l'exemple du Rwanda. On vous dit, oui, le Rwanda c'est bon, ça marche, mais je sais que vous êtes des journalistes. Et vous savez que ça ne marche pas aussi bien que ça au Rwanda. Mais vous savez, on ne peut pas non plus prendre les solutions d'un pays qui a connu la guerre. C'est-à-dire les solutions qui ont réussi après un choc, qu'on l'amène dans un pays qui n'a pas connu le choc, sauf si on veut préparer ce pays-là au choc. C'est-à-dire, on veut appliquer des solutions d'après-guerre pour préparer la guerre dans un pays qui ne connaît pas la guerre. Et ça aussi, c'est notre devoir de refuser à ce gouvernement. Nous ne l'avons pas élu pour qu'il vienne mettre le pays à sang et à feu. Ça ne passera pas. L'autre dirait que ici c'est le Bénin. Mais ici, là, c'est effectivement le Bénin. Visages humains qui tiennent compte de nos réalités pour exiger de restaurer la liberté d'opinion dans notre pays, pour remettre debout le droit syndical, pour dire non aux liquidations et aux pertes d'emplois, pour dire non aux réformes unilatérales, pour exiger l'amélioration des conditions de travail et de vie, pour montrer que le peuple béninois est le seul propriétaire du pays et que ceux qui nous dirigent ne sont que des locataires. Ici donc c'est le Bénin, c'est le slogan que nous devons avoir à la bouche pour pouvoir sortir massivement le 20 prochain. Je vous remercie camarades. Ici, c'est le Bénin, scande en chœur les responsables des centrales et confédérations syndicales. Le gouvernement joue plutôt à des incantations loin des attentes légitimes des travailleurs. Marcel Zumeno, est-ce qu'on ne fait pas dans l'exagération quand on évoque des préoccupations comme celle-là? Un gouvernement qui serait en train de faire dans l'incantation alors que le PAG constitue un document bien tracé, bien fourni, même si on n'est pas à l'arrivée d'accord avec le contenu. Je ne sais pas si... Bon, j'avoue personnellement que je n'ai pas encore eu l'occasion de lire en profondeur le PAG. Vu... Pourquoi vous n'êtes pas hâté pour le faire? J'ai lu, bon, est-ce que c'est un document accessible? Ça, c'est un problème. Je ne sais pas si mon confrère Jacques Boko l'a vu quelque part. Moi, je n'ai pas encore vu. Il y a eu une vaste campagne médiatique qui a été faite juste le lendemain du lancement de ce PAG. Mais c'est sur les grands axes seulement que... Je ne sais pas si vous pouvez aller quelque part. Ça, il doit y avoir un bureau quelque part dans le pays où on peut aller chercher le PAG et lire. Mais je suis sûr que si vous avez même accès à ces documents, vous ne verrez pas que c'est écrit qu'il faut privatiser tout le pays. Je suis sûr qu'ils ne mettront pas dedans. Justement, ce n'est pas ce que les gouvernants font, non? Non, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Donc le syndicaliste est dans le vrai, dans ce qu'il dit. C'est ça qu'ils sont en train de faire et c'est ça qu'il faut expliquer ça aux populations. Le gouvernement actuel... Le Bénin est comme une personne debout, bien chose dans la... Et le gouvernement coupe les morceaux, morceau par morceau, on coupe et on vend. Au point où, dans quelques temps, il ne restera que le squelette debout. C'est exactement ça que le gouvernement fonctionne. Ils regardent les secteurs, ils vont là, ils regardent, ils trouvent un mot, on dit, bon, chose là, voilà, on enlève, on donne ça au privé. On va aussi dans nos secteurs, on regarde, on enlève, on donne ça au privé. Au point où, avant qu'ils ne finissent leur mandat, il ne restera plus rien. Ils ont déjà privatisé les parcs nationaux. Le secteur de la santé. Qu'est-ce qu'il reste? Le secteur de la téléphonie mobile. C'est peut-être ça qui reste. Le secteur des hydrocarbures, tout ça. Donc, presque tous les secteurs sont en train de partir. Je crois que quand on est citoyen, ça se passe comme ça. Au-delà des responsabilités qu'on a à la tête des syndicats, le citoyen qu'on est, on doit pouvoir dire ça ne peut pas se passer. Et je crois que le discours que j'ai entendu du côté de la bouche venant de quelques responsables des centrales syndicales, moi, me rassure. Qu'au moins, si nous mettons de côté la complicité, la compromission de la classe politique, qui, malgré tout ce qui se passe, se tait, on a au moins des syndicats et on a au moins une infime partie de la presse qui continue de dire ce qui ne va pas dans le pays. Vous pensez qu'ils sont vraiment dans le vrai ou ce sont plutôt des gens manipulés, comme on l'entend? Non, voilà, j'ai déjà commencé par entendre ce discours. On l'a entendu sous Yahi. Sous Yahi, on disait que non, que c'est Talon qui manipulait, c'est Adjamon qui manipulait. Maintenant, on a commencé déjà par dire que c'est Yahi qui manipule, c'est Adjamon qui manipule, c'est peut-être Candy Dazanaï qui manipule.
Donc chaque fois que les centrales syndicales, chaque fois que les syndicalistes font de grève au Bénin, c'est forcément des gens qui sont derrière pour le manipuler. De même que chaque fois que Marcel Zoumenou prend des opinions en tant que journaliste libre et indépendant, c'est peut-être quelqu'un qui est quelque part qui me manipule. Je crois que ce n'est pas des discours responsables pour des gens qui veulent l'avancée du pays. Il faut que ça change. Réellement que ça change. Si le souci, c'est d'améliorer les conditions de vie et de travail des populations, je crois que le gouvernement est en train de passer à côté. Oui, Jacques Bokor, améliorer les conditions de vie des populations. Les syndicalistes, les responsables des confédérations, il faut le souligner, ce sont les centrales des confédérations qui sont sorties, estiment que le gouvernement est très loin du but. Oui, je crois que c'est la première fois, sinon l'une des rares fois qu'on les voit tout ensemble comme ça, confédération et centrale syndicale. Voilà, c'est l'une des rares fois qu'on les voit ensemble depuis pratiquement 2 ans. Sinon, oui, il y a eu des marches, mais beaucoup plus menées par le Front. Il y en a qui ont soutenu. Vous voulez dire que cette fois-ci, il faut que le gouvernement les prenne vraiment au sérieux? Ah, mais bien sûr. Et moi, j'ai trouvé même que ça a trop tardé. Ça a trop tardé. Sous Yahi, 2007 déjà, il y avait des G qui se formaient déjà à l'Assemblée nationale. Le G4, le G13, 2007. Pourquoi? Parce que en 2007, lui, il avait déjà organisé les législatives. Or, l'actuel chef de l'État, lui, il a au moins cette chance que les premières élections, c'est 3 ans après son installation. Donc, ce qui a fait qu'on a observé plus ou moins une accalmie sur plusieurs mois, pratiquement 2 ans. Et je suis de ceux qui, les premières heures de l'installation de Patrice Talon, avaient évoqué le cas Rwanda. Oui, j'ai parlé du Rwanda, j'ai dit il faut qu'on aille à l'école du Rwanda parce que sur plusieurs points, le Rwanda nous devance, par exemple, la promotion de la femme, l'approche genre. Le Rwanda a fait de bon à ce niveau. Sur le plan de la dynamisation de l'administration, le Rwanda a fait également des avancées sur ce point. Mais est-ce qu'il fallait copier pour copier? Est-ce qu'il fallait foncer tête baissée? Je ne pense pas, parce qu'ils ont évoqué tantôt un contexte, oui, qu'il ne faut pas occulter. Ici, nous sommes un État démocratique. Et vous n'êtes pas sans savoir ce qui est liberté est cher aux Béninois. Ah oui, il aime bouger beaucoup, il aime opiner librement, le Béninois. Donc, ce n'est pas aller copier à 100%, c'est-à-dire exactement ce qui se passe au Rwanda et venir transposer ça ici. Donc, moi, je voudrais, si c'était effectivement le modèle rwandais que le chef de l'État est en train de vouloir calquer ici, je crois qu'il va falloir qu'il mette un peu des bémols parce que quand vous voyez la plateforme revendicative, c'est quand même pertinent. Et les dirigeants actuels doivent en savoir quelque chose. Cette façon de fonctionner des centrales et confédérations syndicales, parce qu'ils ont été aussi à cette école. Ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir ont pris par cette école-là, ils savent comment ça fonctionne. Donc, normalement, ça ne devait pas être un fait nouveau pour eux. Moi, ça m'étonne que ce soit ces acteurs qui soient aujourd'hui là et qu'on assiste encore à ces genres de dénonciations. En tout cas, eux y voient dans la démarche que la transposition des thérapies ayant été en faveur de périodes difficiles, périodes de choc qui ont été précis, et qu'il ne faudrait pas transposer ces données dans des contextes où l'État a connu vraiment des avancées. Absolument, je suis d'accord. C'est pourquoi je parlais tantôt des libertés. Quand le chef de l'État prêtait serment, j'ai pris un bout de phrase avant de venir ici. Je vais vous lire exactement. Il dit « De la nation, je garderai toujours présent à l'esprit la conviction qu'elle est une et indivisible, étant persuadé que notre pays ne sera fort que s'il reste uni. » Bien, quand on a dit ça devant Dieu, les mânes des ancêtres, devant le peuple béninois, avec cette clameur qui avait ce 6 avril 2016, j'ai suivi le discours du chef de l'État. Et après l'échec de la révision de la Constitution, le chef de l'État lui-même vient
devant caméra et micro, dire qu'il constate qu'il y a une 60aine de députés qui sont avec lui et 23 autres qui ne sont pas avec lui. Est-ce que ce que je viens de lire n'est pas paradoxal, ne contraste pas avec ce que je viens de lire? Lui-même, c'est-à-dire ce qu'on a combattu au temps de Yahi Boni, les miens et les autres. Vous voyez? Donc, sur ce plan, Patrice Talon n'a pas évolué. Lui, il catégorise la classe politique. Et pour lui, il y a les siens et les autres. C'est-à-dire, il y a les uns et les autres. Il dissocie le bon grain de l'ivraie. Ça veut dire qu'il est en porte-à-faux avec ce que lui-même a levé la main pour dire. Donc, sur cet aspect, on ne peut pas quand même dire que quelqu'un qui a dit que Patrice Talon est en porte-à-faux avec son opinion, c'est-à-dire son discours, est en train d'exagérer. Moi, je me base sur un fait réel que je viens d'évoquer, son discours, et ce que lui-même est venu dire après l'échec de la révision de la Constitution. Bien, il y a un syndicaliste des eaux et forêts qui a opiné, encore que dans leur secteur, c'est permis. Mais le droit de grève est permis, le syndicalisme est permis, mais à quelle proportion, je ne saurais le dire. Mais les tests ont quand même autorisé la chose. Vous voyez, parce qu'on a loupé les Hadis Oglo, on n'a pas pu le prendre. On a embastillé le secrétaire général du Sénapolis. Sur ces aspects, les centrales et confédérations ont quand même raison d'évoquer des cas de liberté. Le problème sur le campus, on a interdit aux associations estudiantines de manifester comme cela se faisait. On a même sorti un décret pour, à la veille de la fixation des frais de scolarité. Pourquoi? Parce qu'on veut empêcher simplement les étudiants de manifester contre ces taux de décollage. Donc, il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai participé à des émissions sur certaines chaînes, et pas des moindres, et des émissions qui ont été charcutées. Ne me dites pas que des propos qui ont été tenus ont ensuite été rectifiés avant diffusion. L'émission a été charcutée. Je peux vous apporter des preuves. L'autre chose, on vous annonce des sujets la veille, vous y allez, et à votre grande surprise, on vous dit que nos patrons ont dit qu'on ne va pas débattre, et le sujet dont je parle concerne un opérateur économique ici. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a autant de choses qu'on peut évoquer sur le plan de liberté. Donc, la liste, elle est longue, elle n'est pas exhaustive. Maintenant, voilà. Les centrales, les responsables en chef demandent à ce que le gouvernement revoie sa copie, que la liberté syndicale, la liberté d'action soit un fait. Je crois que c'est un droit inaliénable de l'homme et des responsables syndicaux, et ils s'y ont très attachés. Moi, j'ai observé les choses depuis que nous avons commencé la démocratie. C'est l'une des rares fois où j'ai vu que un président ait pu mettre en prison, un gouvernement ait pu mettre en prison 2 syndicalistes. Actuellement, nous avons 2 syndicalistes qui sont en prison. Je n'ai jamais vu ça au Bénin. C'est des signes et des messages forts. Et si les gens font recours à l'histoire, ils doivent comprendre qu'il y a quelque chose qui a changé. Et ce qui a changé aujourd'hui, je le disais ici tout à l'heure, c'est que quand vous voyez les revendications aujourd'hui des syndicats, la différence entre les problèmes la différence entre les grèves d'aujourd'hui et les grèves d'hier, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'ils avaient là, on veut leur prendre ça. Avant, ils faisaient grève pour améliorer ce qu'ils avaient. Aujourd'hui, ils font grève pour qu'on leur conserve ce qu'ils avaient. Quand vous lisez dans les réformes là, tout ce qu'on veut faire, je prends un exemple de cette histoire sur la loi sur l'embauche, qui rend le travail plus précaire. On parle de contrats à durée déterminée qu'on peut renouveler autant de fois que possible. Donc, c'est des problèmes sérieux qu'il y a dans notre pays. Et il faut expliquer ça à la population. Je crois que je ne sais pas si c'est notre devoir ou celui des hommes politiques ou bien des syndicats. Il faut expliquer ce qui se passe aujourd'hui dans le pays aux populations, pour que les populations comprennent, pour qu'on ne dise pas que c'est les syndicalistes qui sont manipulés, parce que ce discours va venir bientôt. Ça a déjà commencé sur les réseaux sociaux et ça va enflammer dans le pays. On va dire non, ils sont manipulés par tel homme politique, ils sont manipulés par tel homme politique qui est contre le gouvernement. Et on dit ça juste pour saboter, pour refroidir les grèves. Je crois que ce n'est pas bien.
En tout cas, les responsables ne pensent pas lâcher du lest. Marcel Zoumenou et compte aller très bientôt pour une marche de protestation. Comment entrevoyez-vous l'issue de cette marche? Possible de les voir vraiment dans les rues? Oui, ce n'est pas la première fois. On a toujours vu les syndicalistes dans les rues, donc moi je ne suis pas surpris de les voir. Et moi je les encourage. Il faut qu'ils expriment, il faut qu'ils disent des choses. Et il faut que, au-delà des médias que nous avons ici, les médias internationaux puissent savoir qu'il y a quelque chose, il y a un malaise dans le pays. Et il faut que la fin. Non, je voudrais dire aux populations, au peuple de rester très vigilants, de chercher à comprendre les choses et pourquoi les gens sont en train d'écrire. Merci Marcel. Et au président Patrice Talon, je lui dis d'écouter un peu son peuple. C'est la deuxième fois que je viens dans le studio ici, j'ai dit écoutez un peu ce que vos populations disent. Si vous ne le faites pas, vous êtes en train de faire autre chose. Marcel Zoumenou, merci Jacques Boko. Non, il ne faut pas qu'ils prennent ces genres de manifestations comme de l'opposition. Encore que cette opposition, il lui faut ça. Merci, et qu'il soit ouvert au dialogue. Le palais du peuple, c'est pour nous qu'ils reçoivent les gens. Merci Jacques Boko, merci à vous Marcel Zoumenou. Mesdames, Messieurs, merci 100% Bénin. C'est terminé pour le numéro du jour. Nous allons prendre congé de vous sur cette citation de la lauréate du prix de roman FNAC 2017, l'écrivain français Véronique Olmé. Je cite: il suffit parfois de rien pour que la vie bascule. Un moment d'inattention au passage clouté et le pire est à nos portes. Mais avec l'écoute, le miracle devient possible. Mesdames, Messieurs, pour que tout aille pour le mieux, cela ne dépend que de nous. L'écoute, c'est encore l'écoute. À demain pour un autre plateau de 100% Bénin. À très vite.